Allez. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à notre webinaire du Césaire sur le thème Faire équipe. Donc, on va venir décliner un petit peu tout ça. Avant, des précisions pratico-pratiques pour les personnes qui sont en salle, en petit nombre, mais elles sont en salle. Et puis les personnes qui, du coup, sont connectées en webinaire. Alors, pour les personnes qui sont en salle, vous allez voir, on a préparé des petits quiz par moment. Donc, n'hésitez pas avec votre smartphone. Il va y avoir des QR codes. Donc, pour pouvoir répondre au quiz, vous allez pouvoir scanner le QR code et répondre au quiz en direct. Pour les personnes qui sont en visio, également, vous allez voir apparaître des QR codes ou directement le sondage, je ne sais plus exactement. Donc, n'hésitez pas à répondre. Là où je n'ai pas de lisibilité, c'est le nombre de personnes qui nous suivent en visio, en webinaire. Donc, ça sera la surprise. En fonction des questions, etc., dans la mesure où, pour le moment, en tous les cas, nous sommes en comité plus intime, on va dire, puisque, on verra dans quelle mesure on accélérera ou pas le débat. C'est une expérience nouvelle pour le Césaire. Enfin, c'est la deuxième fois, je crois, qu'on organise des webinaires sur la présentation, sur la base de présentation de rapports que nous avons fait. La première fois, c'était sur des questionnements plus généraux. Donc, c'est un peu nouveau pour le Césaire d'être sur ces formats-là. Donc, veuillez nous excuser s'il y a des débuts techniquement qui ne fonctionnent pas toujours, mais ça, il n'y a pas de raison. Et puis, sur la manière dont on en fera l'analyse a posteriori. Voilà pour les questions pratiques. Je remercie donc les personnes présentes et les personnes en visio et également les personnes donc les intervenants que nous avons, les grands témoins, je ne sais pas comment on peut vous appeler, qui du coup ont répondu favorablement à notre sollicitation. Je reviendrai après sur vos présentations, etc. Donc, est-ce que tout le monde, c'est bon pour tout le monde? Si les personnes qui sont en visio peuvent en revanche par mail, par message, bien évidemment, répondre ou interroger. Il y a quelqu'un qui est derrière l'ordinateur, Jean-Claude en l'occurrence, et qui pourra voir vos commentaires, vos questions que nous ferons remonter au fur et à mesure du déroulé. Donc, encore une fois, merci encore au groupe technique, merci aux techniciens qui organisent. Merci à l'équipe qui a la Com5. Donc, je vais resituer un petit peu le pourquoi de ce rapport. Donc, le Césaire dans la commission 5, qui est une commission assez large, dont les thématiques englobent la santé, le sport. Là, du coup, on joue sur les deux, la citoyenneté. Donc, on va jouer sur les trois aussi. La culture, la vie associative, donc qui est aussi un peu concernée, un peu beaucoup, dans le cadre du sport, et la citoyenneté. Donc, c'est une commission qui est assez large et qui a choisi en début de mandature du Césaire de travailler sur une autosaisine, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'on s'est autorisé à travailler sur la question de l'activité physique et sportive. Nous étions, je rappelle le contexte, en 2024, et donc nous étions en plein dans, évidemment, les Jeux olympiques organisés par Paris. Et du coup, il nous a semblé intéressant à un moment donné, se poser sur une autosaisine, ce qu'on appelle une autosaisine courte, c'est-à-dire sur un format vraiment court, qui n'est pas l'habituel format des autosaisines du Césaire. Donc là, c'était un format court. Quand on dit court, c'était de 6 mois, 8 mois, 8 mois, il me semble, voilà, ce qui est assez court. Et pour pouvoir être réactif par rapport à notre actualité. Donc, je remercie également, donc, je vous laisse vous présenter les intervenants. Donc, Madame, je vais reprendre votre nom par Madame voilà. Cathy Arnaud. Voilà, Madame Cathy Arnaud. Donc, Madame Cathy Arnaud. Qui est donc présente avec nous. En visio, nous avons également Monsieur Fernandez, donc qui sera un intervenant. Et j'excuse Monsieur Joannico qui devait nous rejoindre, mais qui n'a pas pu nous rejoindre en dernière minute. Voilà, donc nous allons... D'abord, on va être, nous, sur un temps de présentation du rapport.
avec un format plutôt constat puis préconisation sur les trois grands axes qui a défini notre rapport, qui ont été définis dans notre rapport. Ensuite, on sera sur des réactions de votre part, Madame Arnaud et Monsieur Fernandez, par rapport aux préconisations et aux constats que nous avons fait en tous les cas sur ces 9 mois d'études. Et puis ensuite, on sera sur un format de questions-réponses, questions, commentaires, interrogations, temps d'expression, on va dire, des personnes qui sont ici en webinaire ou en salle. Donc, je vais commencer. Rima, je ne vais pas présenter ma collègue Rima Cambré. Je te laisse. Oui, bonjour à tous. Donc, Rima Cambré, je suis rapporteure de la commission 5 et je représente le comité régional olympique et sportif Nouvelle-Aquitaine avec Philippe Saïd au Césaire pour amener les enjeux du mouvement sportif. Merci. Et puis donc moi, je suis Pascale Morel, je suis présidente de la Com5 et je représente au niveau du Césaire la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire. Je reste à disposition pour toute personne qui souhaiterait avoir des informations supplémentaires sur cette organisation et les valeurs qu'elle porte. Merci. Donc, en introduction, nous avions, au niveau de la Com5, on a souhaité, comme je vous le disais, coller à l'actualité, mais pas uniquement coller à cette actualité, parce qu'en fait, 2024 a été une grande cause nationale, donc avec la promotion de l'activité physique et sportive. Ça a été un choix, un parti pris dès le départ de considérer que nous ne parlerons pas que de sport, mais bien d'activité physique et sportive. Le point d'orgue de cette année évidemment a été les Jeux olympiques et paralympiques de Paris. Et en fil rouge, il y avait également au niveau national un slogan qui était dans les tuyaux, qui est toujours plus ou moins d'actualité, plutôt moins que plus d'ailleurs, c'est bouge 30 minutes par jour. Voilà, c'était un petit peu notre contexte, le contexte global dans lequel on se trouvait en 2025. Et donc, on a souhaité travailler sur ces questions. Pour autant, ce rapport n'a pas été une énième injonction au bien-être dans un cadre personnel ou professionnel. En tous les cas, on n'a pas souhaité qu'il aille dans cette direction. Nous n'avons pas souhaité non plus qu'il fasse la promotion ou la dénonciation de telle ou telle activité ou grande tendance, même si vous allez voir, on parle à un moment donné des nouvelles pratiques, mais en tous les cas, nous, le but, c'était pas de dénoncer ou de promouvoir quoi que ce soit. Et ce rapport n'a pas non plus souhaité être le terrain de sport ou de la compétition à haut niveau. Non pas que ça ne fasse pas partie du sport en général et que c'est un espace important, bien sûr, à la fois en tant que spectateur, mais aussi par rapport à la place du sport de haut niveau et tout ce que ça peut générer. Mais c'était pas l'objectif de ce rapport en tant que tel, même si nous avons fait appel à des grands témoins, à des athlètes de haut niveau pour pouvoir évoquer et échanger avec nous aujourd'hui. Donc, nos auditions ont eu lieu de octobre 2024 à mai 2025 et elles ont pointé plusieurs enjeux fondamentaux. Toutefois, après avoir établi une photographie et une définition de ce que nous on a appelé les activités physiques et sportives en Nouvelle-Aquitaine, ce sujet mobilisateur, parce que 67% des néo-aquitains et néo-aquitaines pratiquent une activité physique, un enjeu s'est révélé, donc vous allez voir, l'enjeu de l'accès aux activités physiques et sportives, qui demeure inégal dans notre région, l'enjeu des disparités sociales et culturelles qui perdurent dans la région, et l'enjeu des particularités territoriales qui s'ancrent. Donc cet enjeu de société présente d'autant plus un potentiel structurant que les principales raisons qui sont annoncées pour les pratiques avec les pratiquants et les pratiquantes eux-mêmes, c'est bien sûr la détente, le plaisir, le lien et la convivialité. Et donc, bien évidemment que par les temps qui courent, ce sont des raisons qui nous semblent être plutôt constructives pour pouvoir créer une société de vivre ensemble et de partage. Voilà. Donc, c'était aussi ça qui a fait qu'on s'est dit qu'il fallait que notre rapport puisse s'axer non pas sur le sport de haut niveau, mais plus sur le sport et les activités physiques pratiquées dans le quotidien.
Voilà, face à tous les paramètres qui ont été évoqués, vous verrez, les multiples structures, les domaines très vastes traversés, santé, culture, mobilité, aménagement, des effets sociétaux engendrés, bien-être, mal-être, sentiment d'appartenance, exclusion, performance, dépassement, innovation, obsolescence, liberté, contrainte. Tout ça, ce sont des questions qui viennent traverser un petit peu le fait d'avoir une activité physique et sportive, et du coup que nous avons pu définir ensemble. Et donc face à tout ça, on a considéré que le jeu en valait la chandelle d'aller sur ce rapport et de le définir, puisque afin de considérer que le bien-être des personnes ne se résume pas à une seule et unique marchandise ou à un spectacle, de considérer que, afin de fédérer les envies individuelles pour les transformer en énergie collective, et afin de ne pas laisser sur la touche une partie de la population de Nouvelle-Aquitaine et faire société. Et donc, on s'est dit qu'au regard de tout cela, il fallait bien qu'on arrive à faire équipe pour pouvoir fédérer tout ce petit monde et toutes ces énergies. Voilà pour notre introduction. Et maintenant, je vais laisser Rima dérouler notre rapport et ce que nous en avons déduit. Donc, en fait, le parti pris, c'est de dresser un état des lieux, cerner les enjeux et formuler des préconisations. Donc, pour cette présentation, par contre, nous avons délibérément pris le parti d'aller directement au but, à savoir les principales orientations préconisées dans ce rapport, au total une trentaine. Donc, le rapport est sorti, il est édité, vous pouvez le demander. On a choisi de le faire à la demande pour éviter de trop en imprimer et que ça serait dommage pour l'environnement. Il y a aussi un petit abstract qui, lui, résume vraiment les préconisations et qui est également disponible et beaucoup plus largement imprimé. Donc, nous sommes de partir des principales orientations préconisées dans le rapport, une trentaine de préconisations autour de 3 axes que vous pouvez découvrir à l'écran. Donc, nous allons donc tour à tour vous présenter ces orientations avec quelques données illustratives. Vous allez aussi être mis à contribution, donc surtout ne zappez pas, sous forme d'un quiz pour celles et ceux qui sont en ligne. Et donc, comme on vous l'a dit précédemment, ceux qui sont dans l'hémicycle vont pouvoir scanner le QR code qui s'affichera au premier quiz et qui vous permettra de répondre, et ce QR code va être appelé tout au long de la présentation. Voilà le parti pris. Les 3 axes peut-être? Les 3 axes. Donc, mieux organiser et coordonner la réponse dans les territoires. Axe 1. Qui sera notre axe 1. Mieux s'adapter aux attentes et à l'évolution des pratiques, ça sera l'axe 2. Et l'axe 3 concernera le fait de confronter la gouvernance et l'articulation des politiques publiques. Donc l'axe 1, mieux organiser et coordonner la réponse dans les territoires. Donc ce premier axe de préconisation, c'est en quelque sorte imposé au vu de l'éclatement des compétences des pouvoirs publics. Nous en parlerons plus loin, mais d'abord, pour pouvoir que vous puissiez être également en énergie, un petit quiz. Donc vous avez, n'hésitez pas à scanner le QR code. Savez-vous quels sont les pouvoirs publics qui sont compétents en matière sportive? Réponse 1, l'État. Réponse 2, le conseil régional. Réponse 3, le conseil départemental. Réponse 4, la commune ou le PC, le groupement de communes. Réponse 5, tous. Donc je vous laisse quelques minutes, même si, enfin, ou quelques secondes, plus exactement, petite minute pour répondre. Nous allons pouvoir exploiter les réponses en direct. Jean-Claude, tu me dis quand on a la réponse à notre première question. Savez-vous quels sont les pouvoirs publics qui sont compétents en matière sportive? C'est bon? Réponse. Alors, je vois pas le... Donc, 10% des personnes interrogées ont répondu 14% pour l'État. Ah, c'est monté à 17. Il y a une réponse plus... Ah, ben non, ça monte. Alors, je vais attendre parce que je vois que ça monte. J'attends. Tous, c'est plus de 70%. Là, c'est le bleu là-haut. Donc, la réponse la plus importante, c'est
tous la réponse 5. À 80% des personnes qui ont répondu, on dit que les pouvoirs publics compétents étaient donc tous. 19% pour l'État, 0% pour le conseil régional, 0% pour le conseil départemental et, je ne vois pas en dessous, et 0% pour les communes. La réponse est... Ah, on passe à la deuxième question. Plutôt, pardon, excusez-moi. Et notre deuxième question pour pour jauger, de savoir quelles sont nos connaissances diverses et variées. Pourriez-vous estimer le volume de dépenses publiques réalisées chaque année en matière de sport en Nouvelle-Aquitaine? Réponse 1, 150 millions d'euros. Réponse 2, 500 millions d'euros. Réponse 3, 850. Réponse 4, 1 milliard. Alors, je me suis trompée peut-être dans les noms, c'est ça, oui. 150, 500, 850 ou 1000. Je vous laisse répondre. C'est bon, le QR code fonctionne? Ok, donc je vois les réponses qui s'affichent. Donc 42% ont répondu que c'était 500 000. Enfin, 500, oui, c'est ça. Alors, je vois pas très bien. 27% 850, 15% 150 000 et 12% 1000. 1 milliard. Donc. Et la bonne réponse, alors on n'a pas donné la bonne réponse pour la slide, le petit quiz précédente, mais la bonne réponse est effectivement 850. Et pour le quiz précédent, c'est qu'en fait, effectivement, tout le monde, dans les pouvoirs publics compétents, c'est de manière très transversale, ce qui est d'ailleurs une des questions que l'on va poser plus loin. Donc, voilà. Merci pour vos réponses. Merci pour vos réponses. Donc, effectivement, vous voyez dans le slide qui apparaît devant vous que le bloc communal, intercommunal, donc bleu haché et jaune, constitue la majeure partie assume la majeure partie des dépenses. Et donc après, nous avons le conseil, le département ainsi que la région. Côté acteur public, le financement du sport en région repose très largement sur l'action des communes et des intercommunalités. Du côté de l'État, le principal acteur est le ministère de l'Éducation nationale puisqu'il met à la disposition les enseignants d'EPS et les salaires de ces enseignants en premier lieu. Donc ça c'est quand même un gros point. Par contre, un point de vigilance, les inégalités notées de moyens selon les territoires et leur capacité d'intervention. Et il y a une pluralité d'acteurs qui sont structurés à l'échelle régionale, donc le CROSS, le département, 12 GDOS et il regroupe 19 fédérations sportives. Le mouvement sportif est au cœur du développement des pratiques, mais de moins en moins seul, du fait de l'évolution de ces pratiques, qu'on verra par ailleurs, et de la diversification de l'offre d'activités. Donc ça, ce sont les constats. Et du coup, là-dessus, nous posons des préconisations. Deux préconisations qu'ont fait la Commission et le Césaire, la réalisation de diagnostics territoriaux et le développement d'une démarche de projets sportifs locaux. Grâce aux auditions qu'on a pu mener, l'enjeu qui est apparu est de faire travailler ensemble les acteurs diversifiés, publics et privés, à l'échelle des territoires, en coordonnant et en renforçant l'action des pouvoirs publics locaux. Nous avons eu la chance d'interroger l'ONAPS, qui nous a présenté
une démarche Diag Act que je vous invite à découvrir et qui permet la réalisation de diagnostics territoriaux à partir de cette démarche qu'ils ont mis en place. Il y a déjà des communes ou communautés de communes qui ont utilisé cet outil. Alors, pas en Nouvelle-Aquitaine encore, malheureusement, mais c'est très intéressant parce que ça fait travailler ensemble tous les protagonistes d'une collectivité pour voir comment la pratique physique et sportive pouvait irriguer le territoire et surtout s'insérer dans le territoire. Donc là, c'était l'axe 1. Encore une fois, nous avons fait le choix là pour être dans une dynamique de présentation, de ne se focaliser que sur les grands constats et les préconisations qui en découlent. Mais n'hésitez pas, c'est beaucoup plus étayé au sein du rapport. Sur l'axe 2, qui est apparu comme étant un axe essentiel de notre rapport, donc qui est mieux s'adapter aux attentes et à l'évolution des pratiques, et que là, que nous allons décliner en plusieurs sous-catégories. Nous avons la première sous-catégorie d'action qui nous est semblée être importante, c'est promouvoir les pratiques et améliorer leur accompagnement. Donc, par rapport à ça, nous allons de nouveau poser un quiz. Aimez-vous faire du sport ou pratiquer une activité physique? Il n'y a pas d'exemple d'activité physique que vous aimeriez plus particulièrement avoir. Et là, c'est tout simplement oui, non. Pourquoi cette question? Parce qu'on s'est rendu compte que certaines personnes, et on va en parler, n'aiment pas l'activité, ce qui en soi est tout à fait légitime. Bon, là, peut-être que nous allons avoir dans l'Assemblée quelques convaincus, malgré tout, que en termes de sondage, je ne suis pas sûre que ça soit très juste. Bon, puisqu'effectivement, voilà, je ne suis pas sûre qu'on soit très représentatif forcément de la population, en tous les cas de Nouvelle-Aquitaine, puisque là, nous avons plus de 90% des personnes en salle et en visio qui considèrent qu'ils aiment faire du sport ou pratiquer une activité physique. Donc, et ce qui n'est pas le reflet, puisque de mémoire, on va le voir plus loin, mais il y a 71% des jeunes de moins de 15 ans sont inscrits dans un club sportif, plus de 1,6 million de licences sportives en Nouvelle-Aquitaine, dont 42% de jeunes de moins de 15 ans et 39% de pratiquantes féminines. 56% des néo-aquitaines de 15 ans et plus ont une activité sportive régulière et 14% occasionnelle, ce qui nous ramène à 70% de la population. Donc le panel que nous avons ici est un petit peu au-dessus des statistiques régionales. Voilà, puisque de mémoire, là, je ne vois plus le chiffre, mais effectivement, il était annoncé qu'une trentaine de pourcents de la population néo-aquitaine ne vous souhaitait pas ou n'avait pas une volonté particulière de faire avoir une activité physique ou de pratiquer un sport. Donc 30%, voilà, c'était un choix pensé, délibéré, etc. Le deuxième quiz, tu as répondu en partie du coup aux questions. Donc la deuxième petite question qui correspond à ce chapitre. Êtes-vous licencié dans un club ou une association sportive? Donc là, c'est pareil, on doit ne pas avoir... non, là, nous avons 52% des personnes... Ça monte. Allez-y. Donc, en gros, 53% des personnes sont 55% des personnes sont inscrites, sont licenciées, et donc 45% ne le sont pas. Alors, effectivement, c'est un questionnaire qui s'adresse à des personnes majeures et adultes. Il est vrai qu'il y a plus d'enfants qui sont licenciés dans un club, mais bon, on a choisi quand même de s'adapter au public qui allait nous écouter ce soir. Donc, en fait, pour rappel, donc 1,6 million de licences sportives, avec donc 42% de jeunes de moins de 15 ans.
56% des Néo-Aquitaines et Aquitains ont une activité physique régulière. 35 à 40% des élèves du secondaire ont une activité physique ou sportive de 4 heures par semaine. 30% des adultes et 60% des adolescents ont un niveau d'activité physique insuffisant. Il y a près de 3500 enseignantes d'EPS dans l'enseignement secondaire en Nouvelle-Aquitaine. Mais par contre, on note de fortes disparités selon le sexe, l'âge, le niveau de vie ou de diplôme, l'état de santé ou la situation de handicap des personnes qui vont pratiquer ou non une activité physique. 30% des plus de 15 ans, comme l'a dit Pascal, n'ont aucune activité physique et sportive. 30% des adultes ont un niveau d'activité physique insuffisant. Il est vrai que dans les auditions que nous avons menées, l'activité physique s'entend de manière un petit peu différente en fonction de là où on se place. Même certaines personnes ne se rendent pas compte finalement qu'elles font de l'activité physique. Ça veut dire si elles vont à pied à leur travail, prennent leur vélo, ce n'est pas toujours des choses qui sont conscientes par rapport au sport et ou l'activité physique. Mais techniquement, ce qui était quand même intéressant et quand même qui revenait dans plusieurs des constats des auditions, c'est que à minima, 30% des nouveaux Aquitains et Nouvelles-Aquitaines ne font pas, soit pas du tout, soit un sport très très restreint, enfin une activité physique qui les fait bouger. Voilà. Ménage compris. Ménage compris, oui, parce que c'est une activité. Donc l'enjeu, c'est de développer la pratique d'activité physique et sportive pour toutes et tous en réponse à l'évolution des modes de vie et aux défis sanitaires. En encourageant des temps de découverte d'activités physiques et sportives dans les territoires, en inscrivant dans la durée une dynamique de développement du sport scolaire et périscolaire, en développant la formation d'éducateurs, d'éducatrices en activité physique adaptée et en complétant le tissu des maisons sport santé, en initiant des actions d'information ciblées, secteur sanitaire, social et médico-social, et en impulsant et en soutenant des projets permettant l'accès au sport de celles et ceux qui sont les plus éloignés. Il est vrai que c'est une véritable bombe sanitaire qui peut nous toucher si vraiment on n'essaye pas de mettre au maximum les personnes dans une situation pour accéder à une activité physique et sportive assez rapidement par rapport à toutes les études médico-sanitaires qui nous ont été présentées et qui sont bien décrites dans le rapport. C'est une des questions qui revient à un moment donné. Hier, peut-être, j'imagine que dans votre domaine, vous le savez, mais donc il a été initié de la part du gouvernement actuel une fête du sport, donc le 14 septembre. Donc nous fêtons également ensemble cette nouveauté. Donc le 14 septembre sera dorénavant une fête du sport. Donc il y a une annonce, en tous les cas, il y aurait une volonté de pouvoir à un moment donné donner à voir une vitrine, comme quoi le sport, encore une fois, qu'on vient de décliner, et toute sa prévention permet à un moment donné d'éviter une bombe à retardement au niveau sanitaire. Donc ça, c'est ce qui est en tous les cas annoncé. Cependant, il y a des interrogations après sur la mise en œuvre et la réalité des moyens qui sont donnés. Et donc ça, on le verra plus tard sur les questionnements et les tiraillements qu'il peut y avoir. Donc le deuxième, toujours sur notre axe, mieux s'adapter aux attentes et à l'évolution des pratiques. Le deuxième sous-objectif, on va dire, est de consolider l'offre d'équipements et d'infrastructures et ainsi d'améliorer l'accessibilité. Donc pour ça, de nouveau, une interrogation, un quiz. Savez-vous combien il y a-t-il d'équipements et lieux de pratique d'activités physiques et sportives en Nouvelle-Aquitaine? Pour ça, nous avons 4 réponses possibles, 5 000, 17 000, 36 000 ou 52 000. Donc 5 000, 17 000, 36 000 ou 52 000.
Alors, les réponses au quiz, nous avons une grande majorité qui partent sur 36 000, à peu près à 60%, qui est la bonne réponse. Bravo, mesdames et messieurs. Et ensuite, 22%, 52 000. Personne n'a dit 5 000. Bon, c'était effectivement. Alors, effectivement, le chiffre de 5 000 peut nous rappeler quelque chose. Suite au lancement de la préparation des JO, le gouvernement avait lancé le plan 5 000 nouveaux équipements. La Nouvelle-Aquitaine en a bénéficié, mais en tout cas, la Nouvelle-Aquitaine On a 36 000. Aujourd'hui, 36 000 équipements sportifs, dont 65 000 sont dans des espaces et des bourgs ruraux. Une large part des activités de la pratique se font en plein air ou en milieu naturel et 20% dans des installations sportives, mais cela concerne les 15 ans et plus, puisque les enfants sont la plupart du temps inscrits dans des clubs qui utilisent des installations sportives. 28% aussi, il faut le noter, se passe à domicile. Près d'un tiers de ces infrastructures sportives sont dans des territoires ruraux, mais les 3/4, par contre, ont plus de 25 ans. Donc, près de 3 000 installations sportives également sont dans des enceintes scolaires, uniquement 15 à 20% accessibles au club. Donc, les préconisations. Voilà. L'enjeu est de développer les infrastructures et les installations propices au développement des activités physiques et sportives et améliorer leur accessibilité en définissant un plan de rénovation des équipements sportifs, en ouvrant les possibilités d'utilisation des équipements et installations sportives scolaires. Ça nous a été annoncé par le vice-président du conseil régional, donc je pense que là, il y a des avancées qui se sont faites. En intégrant plus systématiquement les aménagements favorables aux pratiques dans les politiques et projets d'urbanisme, ce qui nous renvoie au DIAG Act dont je vous ai parlé au démarrage, et d'anticiper les effets du changement climatique en engageant la transition écologique et énergétique des fédérations et des clubs, en accompagnant surtout spécifiquement la transition écologique et énergétique des fédérations et des clubs. Dans notre rapport, il y a pas mal de tableaux et de cartes. Vous verrez qu'il y a quand même, du fait de la typologie de la région, beaucoup d'activités qui se passent sur les littoraux, dans les montagnes, etc. Donc, il y a un vrai enjeu d'organisation de cette pratique. Et on avait rencontré des acteurs de ces pratiques-là et de changement profond dans les usages pour éviter de ne plus pouvoir pratiquer dans ces zones-là si les transitions et l'écologie ne sont pas prises en considération rapidement. Voilà, toujours dans notre axe, mieux s'adapter aux attentes et à l'évolution des pratiques. Un des sous-objectifs qui nous a semblé être important, c'est adapter et améliorer l'offre d'activités et de services des associations et des clubs sportifs ce sont des espaces extrêmement structurants par rapport aux activités physiques et notamment au sport, donc les associations et les clubs sportifs. Donc de nouveau, deux questions pour pouvoir étayer ces constats. L'activité physique ou sportive est-elle promue, facilitée et favorisée dans votre lieu de travail, d'activité professionnelle? Oui, non. Voilà, tout simplement. Donc là, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, encore que, mais il semblerait que 84% des personnes qui sont ici présentes disent non. Il n'y a pas spécialement de promotion ou de facilitation de l'activité professionnelle, de l'activité physique ou sportive dans le milieu professionnel. On reviendra dessus évidemment après. Et deuxième question, pour pouvoir un petit peu aussi étayer le débat, votre médecin, vous est-il, ou votre médecin, oui, vous est-il ou vous a-t-elle déjà prescrit une activité physique sur ordonnance? Oui, non.
Là, ça n'a pas l'air de beaucoup bouger. Il semblerait que ça soit non à 100%, ce qui correspond à ce que, justement, nous avons pu constater également. À 97%, il y a quand même quelques personnes où c'était le cas. Donc, au niveau des constats, Oui, dans les constats, dans les différents constats qu'on a pu faire, il y a quand même un écart de 15 à 20 points du niveau de pratique entre les hommes et les femmes à tous les âges et des pratiques fortement genrées et stéréotypées. Également, 62% des pratiquants réguliers chez les cadres, mais seulement 41% au niveau de la classe plutôt ouvrière. Plus d'un tiers des personnes atteintes d'un handicap vivant à domicile n'ont aucune activité physique ou sportive en Nouvelle-Aquitaine. Et enfin, puisque ça c'est quand même un cri du mouvement sportif en général, l'année précédente, 150 000 jeunes ont bénéficié du passeport en Nouvelle-Aquitaine pour pouvoir, en 2024, pour faire leur pratique sportive et s'inscrire en club. Il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, le passeport a été arrêté pour les enfants de 6 à 13 ans. Il a été l'âge a été changé, c'est uniquement pour les 14-25 ans. La plus grande proportion des 150 000 jeunes qui en ont bénéficié l'an passé était dans la tranche des 6 à 13 ans. Donc ça, vraiment là, c'est une incompréhension entre ce qui est annoncé en tous les cas comme étant une grande cause sportive et du coup une fête du sport et les réalités de ce que derrière, les moyens qui sont mis. Alors que je ne sais pas si je vous renvoie à une émission qui a eu lieu hier matin sur France Inter pour le coup sur cette thématique-là également, alors que le gouvernement précédent, puisque faisait des économies de 17% sur le budget dans le domaine sportif, alors que c'est un budget qui est parmi les plus resserrés du budget national. Donc, voilà, il y a des incompréhensions, des incohérences entre ce qui peut être annoncé ou souhaité et la réalité, alors qu'encore une fois, d'un point de vue sanitaire, les préconisations sont d'une évidence. Alors effectivement, quand nous avons fait ce rapport, le passeport et fait imprimer le rapport, le passeport était encore en cours, donc on n'a pas préconisé de ne pas l'arrêter. Mais techniquement, ça aurait été la préconisation que nous n'avons pas mis. Même si c'est pas au niveau régional que ça se joue. Non, mais donc l'enjeu, c'est de répondre aux attentes et aux besoins de tous et toutes, quelle que soit leur situation, en soutenant les fédérations ou clubs par un système d'aide plus incitatif et pour permettre l'accès au sport féminin, à la pratique d'APS pour ceux et celles qui en sont le plus éloignés, en encourageant les projets coordonnés d'offres d'activités sur un même territoire, en améliorant l'offre d'activités physiques adaptées, en anticipant et mettant à l'étude le déploiement du système d'exergaming, en intégrant la prévention par les APS dans le prochain plan régional de santé au travail, en promouvant les APS dans les démarches de progrès des entreprises, puisque vous avez bien vu que pratiquement 97% des personnes, c'est 75% des personnes n'avaient pas d'incitation au sport au niveau de leur travail. En actualisant et en déclinant en région la feuille de route nationale sur les APS en milieu professionnel et en améliorant l'offre de cadencement horaire des transports collectifs ou une offre de mobilité complémentaire pour permettre spécifiquement là, on a pas mal aussi discuté des jeunes, d'aller de l'horaire scolaire vers leur activité physique qui n'est pas toujours en face du collège ou du lycée où ils sont. Donc, ces 8 préconisations visent à encourager la mixité des pratiques, l'accès des personnes qui en sont les plus éloignées, à développer l'offre adaptée aux personnes en situation de handicap et surtout à promouvoir l'activité physique et sportive également en entreprise. Dernier sous-objectif, de toujours mieux s'adapter aux attentes et à l'évolution des pratiques, donc faciliter la vie des associations et des clubs sportifs. De nouveau une interrogation. Savez-vous combien d'associations de clubs sportifs maillent le territoire régional? 6 800.
13 400, 17 800 ou 25 200. Là, nous avons tout de suite un volume important. La réponse majoritaire est 17 800, qui est la bonne réponse. Donc, nous avons affaire à des spécialistes. 54% des personnes ont trouvé la bonne réponse. Donc, il y a bien 17 800 associations et clubs sportifs en Nouvelle-Aquitaine. Ensuite, êtes-vous bénévole dans une association ou un club sportif en région? Oui, non. C'est pareil, vu le public que nous avons ce soir, j'imagine que là, ça ne va pas être complètement sur la réalité de la Nouvelle-Aquitaine. Donc, les personnes qui sont présentes ont répondu à 55%. Oui, ils sont bénévoles. 57%, ils sont bénévoles dans une association ou un club sportif. Parmi les constats, donc on a 17 800 associations et clubs sportifs en Nouvelle-Aquitaine, donc c'était la bonne réponse. 18,5% des nouvelles associations créées, toutes catégories confondues, depuis 3 ans, sont des associations sportives. Et on compte entre 300 et 500 000 bénévoles mobilisés d'une manière plus ou moins régulière. Nous avons les bénévoles actifs régulièrement dans les clubs et les personnes qu'on peut mobiliser pour une action spécifique. Un quart des clubs de la région en 2024, puisque le CROSS Nouvelle-Aquitaine a mené une enquête, et donc un quart des clubs de la région ont dû refuser de nouveaux licenciés après les JO de 2024 pour une partie des enfants. Donc c'est un tissu assez dense et dynamique d'associations sportives en Nouvelle-Aquitaine et avec un bénévolat important qui compose ces associations. Mais des difficultés donc à accueillir dans certains cas l'arrivée de nouveaux licenciés depuis les derniers JO. La raison, insuffisance d'accès aux équipements sportifs, manque de bénévoles pour encadrer les activités. C'est donc l'enquête du CROSS Nouvelle-Aquitaine avec l'Université de Poitiers qui a mis en évidence ce petit problème. Nos préconisations, pérenniser et faciliter l'activité et le fonctionnement des associations et clubs sportifs dans un contexte d'incertitude. Mettre en œuvre des conventions pluriannuelles d'objectifs pour les clubs sportifs. Les conventions et en tout cas les dépôts de demandes de subventions se font de manière annuelle pour le moment. Privilégier le système de subvention aux appels à projets, promouvoir le bénévolat sportif chez les jeunes, parce qu'il va y avoir un vrai problème de renouvellement de tout le bénévolat dans les prochaines années, reconnaître et soutenir l'investissement bénévole, c'est-à-dire calculer, prendre conscience de cette masse de bénévoles qui sont autour du sport et qui font que le sport peut exister dans la région, et encourager la mutualisation des emplois pour permettre aux associations de se professionnaliser et de répondre aux besoins. Voilà donc pour notre axe 2, donc, qui était je vais reprendre l'intitulé exact. Voilà, améliorer, excusez-moi, je reviens dessus. Voilà, mieux s'adapter aux attentes et à l'évolution des pratiques. Donc, nous allons maintenant passer à notre axe 3 de notre rapport, qui donc est conforter la gouvernance et l'articulation des politiques publiques. C'est un enjeu qui nous est apparu de plus en plus important et sur lequel il va falloir qu'il puisse y avoir un travail qui s'effectue. Et là, nous n'avons pas de quiz, je sais que ça va vous manquer, mais nous n'avons pas de petit quiz particulier. Cette fois-ci, on passe directement au constat et aux préconisations. Donc, ce
Cette troisième axe a pour objectif de mieux articuler les politiques publiques et la gouvernance, puisque dans les constats, et on en a déjà parlé dans le premier point, ce sont des compétences qui sont partagées. Il y a en Nouvelle-Aquitaine une articulation régionale mise en place par la CRDS, donc c'est la Conférence régionale du sport, mais la démarche de coordination et d'articulation qui doit être confortée et déployée à l'échelle territoriale, avec une grande diversité d'acteurs, de politiques publiques et d'initiatives. Donc cette structuration régionale avec une gouvernance régionale qui doit être améliorée, confortée et déployée. Mieux articuler l'action des pouvoirs publics en région et améliorer l'efficience de l'action publique sont les préconisations. Avec 4 axes, mettre en place une démarche de concertation et de mise en réseau dans le cadre de l'élaboration des projets sportifs locaux. Donc c'est vraiment un mantra, mais techniquement, c'est quelque chose qui a l'air de marcher, qu'il faudrait déployer. Intégrer des acteurs du monde sportif dans les conseils territoriaux de santé pour compléter le développement des maisons sport santé. Ouvrir les commissions de la conférence régionale des sports aux représentants du monde sanitaire et social ou médico-social. Donc, c'est vraiment toute une chaîne qui doit être mise en place ensemble entre ces différents mondes et inscrire la politique sportive dans les thèmes de mobilisation de la conférence territoriale de l'action publique. Ce travail est au résultat de 9 mois de concertation dans la Commission 5, avec une trentaine de réunions, 40 contributeurs et contributrices que nous remercions. Je ne vais pas les citer parce que j'ai peur d'en oublier. Ils sont tous remerciés dans le rapport. 7 orientations, 30 préconisations. On remercie en tout cas l'ensemble des contributrices et des contributeurs à ce travail. On espère avoir reproduit fidèlement les informations et les informations qui nous ont été présentées pendant ces auditions. Nous, on veut vraiment remercier Jean-Claude Guichenet, notre chargé de mission, qui a fait un énorme travail de recherche. Notre présentation ne montre pas la richesse de tous les éléments qui se trouvent dans le rapport, les cartes et les différents statistiques qui ont étayé nos préconisations. Donc, en tout cas, merci à toute la commission de ma part. Merci à tout le monde. Nous avons fait le choix du titre. Je ne sais pas si on peut faire équipe. Et nous, comme 5, on estime qu'on a plutôt fait équipe. Mais c'est vrai que c'est un enjeu en fait de pouvoir, quand on a fait ce choix de ce titre, faire équipe, c'était vraiment de montrer que la disparité des acteurs et des actrices sur les territoires avait nécessairement besoin d'une coordination, et ce qu'on demandait à voir, parce qu'il y a des initiatives, il y a tout un tas de possibilités, mais faire équipe et penser le sport et l'activité physique et sportive ensemble en sortant du silo des différentes thématiques. C'est ce qui nous a semblé être une des premières, importances. Donc, on va passer le micro à nos parties aux témoins, ce qu'on appelle nos grands témoins, pour à la fois faire réagir sur ce qu'on vient de présenter, et puis de vous présenter vous-même déjà aussi dans quel cadre d'intervention on vous a sollicité, et puis de voir dans quelle mesure nos préconisations, nos constats, vous rebondissez dessus. Alors, on va tout à fait justement fort. On a demandé à nos 2 grands témoins, donc Cathy Arnaud et Jérôme Fernandez, en tant que grands sportifs. Oui. Première chose d'abord, comment sont-ils venus à l'activité sportive dans leur jeunesse? Qu'est-ce qui a déclenché chez eux, chez l'un et l'autre, cette envie, cette appétence pour le sport? Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont perduré, sont devenus champions olympiques et voire parfois plus que ça, avec beaucoup de titres? La deuxième question, c'est aujourd'hui, anciens sportifs de haut niveau, qu'est-ce qu'ils sont menés à faire pour promouvoir l'activité sportive chez ceux finalement qui la pratiquent plus ou moins, on va dire, peut-être moins que plus parfois, pour les inciter à venir vers le sport? Et dernière question à chacun d'entre eux, c'est il y a eu l'année olympique, comme ça a été dit tout à l'heure.
On entend encore un certain nombre d'initiatives hier avec cette journée du sport. Mais globalement, qu'aurait-il à dire au pouvoir public pour améliorer justement l'accès à la pratique physique ou sportive pour toutes et tous? Merci. Jean-Claude, je vais juste interrompre Madame Arnaud parce que je pense qu'ils sont assez... ils ne vont pas vouloir donner tous leurs titres. Donc, moi, je vais quand même les présenter. Donc, Madame Cathy Arnaud, qui est double championne du monde et quadruple championne d'Europe de judo, titulaire depuis 2022 du titre de gloire du sport. Donc, merci beaucoup, Madame Arnaud, pour votre présence. Et en visio, nous avons Monsieur Jérôme Fernandez, double médaillé olympique avec l'équipe de France de handball, quadruple champion du monde et triple champion d'Europe, sans compter toutes ses performances en club. Merci également, monsieur, pour votre présence parmi nous ce soir. Vous avez tout dit et merci de m'avoir invité parce que c'est un sujet qui nous tient à cœur au quotidien. Parce que on a fait, on est devenu, mais on fait encore et on fait partie de ces gens-là, de ces acteurs qui continuent à y croire dans nos interventions à la fois en tant qu'éducateur sportif, mais aussi à la fois en tant qu'image du sport, image dans nos villages, image dans nos villes et image au plus haut niveau quand on est sollicité sur des grandes tables rondes pour justement appuyer tous les constats que vous avez faits, ils sont vrais. Malheureusement, beaucoup de gens n'y croient pas. Mais effectivement, quand vous faites ce travail, quand vous allez chercher un petit peu et aller visiter les clubs, aller vraiment au cœur du sujet, vous apercevez qu'il y a énormément de gens qui sont là autour du sport. Et malheureusement, on a, à la fin de la boucle, on a un très peu pourcentage dans le budget général de notre pays. Et c'est bien dommage. Moi, je suis une athlète d'un sport individuel. J'ai commencé le judo à l'âge de 8 ans dans un petit village à Ostens, en Gironde. Et à 17 ans, je suis partie dans la capitale, comme on dit. Et ce qui m'a fait, pour répondre à votre question, démarrer ce sport, c'est en fait dès le départ d'avoir été entourée par ma famille. Je suis née d'une famille nombreuse. J'ai 6 sœurs et 4 frères, plus maintenant, mais je le regrette. Mais ses proches, ses premiers proches, ces gens avec qui on grandit, c'est eux qui nous servent de cadre, de raison et d'accompagnement. Et je crois qu'aujourd'hui, pour faire tout de suite le parallèle, je crois que beaucoup de familles sont un petit peu démunies dans ce sens-là et accompagnent un peu moins leurs enfants, sollicitent moins leurs enfants à aller faire du sport des fois par choix, comme vous l'avez dit, mais aussi par évidence parce qu'ils ne peuvent plus payer une cotisation, une licence, ou parce que ils ont du mal à se déplacer, parce que l'activité souhaitée par l'enfant n'est pas proche de leur lieu. Donc tous ces problèmes vraiment que quelque part dans les grandes villes ne se posent pas, puisque je me rappelle d'un slogan qu'on avait nous dans la fédération, il y a toujours un club près de chez vous, mais quand vous habitez un petit village rural, c'est pas forcément vrai, et vous avez autant aussi de familles qui souhaitent faire du sport. Donc l'éloignement et le rapprochement du club, c'est un sujet très important pour moi, et de pouvoir au moins pouvoir négocier des covoiturages, négocier des accompagnements, négocier avec les parents une entraide pour aller amener l'enfant. Souvent, moi, je fais de ma carrière ma profession. Aujourd'hui, j'ai cette chance-là d'avoir eu une belle carrière et d'avoir aimé ce sport pour en faire ma profession. Aujourd'hui, j'ai un grand livre devant moi parce que c'est mon expérience, ce que j'ai vécu au très haut niveau. J'ai envie de l'enseigner, j'ai envie de
d'en témoigner, j'ai envie de donner envie aux enfants. Et en fait, je crois que aujourd'hui, il y a le rôle de l'entraîneur, de l'éducateur, du coach, il n'est pas clair pour tout le monde. On a beaucoup de professeurs qui s'engagent dans cette voie en voulant être tout de suite des entraîneurs de très haut niveau. Alors que faire aimer son sport, c'est avant tout celui qui nous a fait découvrir le sport. Donc moi, je dis aux enfants, aux ados, ou même aux adultes, n'oubliez jamais d'où vous venez, parce que ça, c'est important. Savoir qui vous a donné envie et retourner un petit peu la main tendue, par ensuite ne jamais oublier et revenir dans ses terres natales, comme on dit. Et cet accompagnement, il faut aussi féliciter les professeurs qui ont donné de leur temps, de leur passion. Ils étaient peut-être pas encore diplômés, mais ils allaient vers une voie où ils voulaient accompagner des jeunes, ils voulaient les tenir par la main. Aujourd'hui, on a des jeunes qui s'engagent dans la voie et qui veulent être tout de suite entraîneurs, coach. Ils hurlent au bord du tapis, ils veulent être tout de suite payés, ils veulent plus passer de temps, ils veulent tout de suite. En fait, c'est d'abord la médaille et après le temps passé. Alors que moi, j'ai appris mon sport, j'ai aimé mon sport avant d'en faire une vraie compétition, un vrai challenge. Et ensuite, aujourd'hui, je crois que toutes mes médailles, elles ont un revers. Parce que ces médailles, elles m'appartiennent. Mais le revers d'une médaille, c'est aussi pouvoir le redistribuer. Et je pense qu'il y a trop de gens aujourd'hui qui donnent pas assez de leur temps, des grands champions, pour aller au bord aux portes des clubs, aux portes des gens, dans les conférences comme ce soir ici, dans les débats, dans les discussions. On est devenu trop égoïste, je pense. Et puis, pour la dernière question que vous m'avez posée, je ne sais pas si j'ai bien répondu à tout ça, mais les pouvoirs publics devraient davantage s'inspirer du bonheur que procure un résultat. Quand pour un sport individuel, le travail d'équipe est super important. Et que la performance s'inspire d'un équilibre de chacun par une pratique sportive réglée, maîtrisée, et surtout faire un sport avec plaisir. Vous l'avez dit aussi, hein, Madame la Présidente. Vous l'avez dit, rediriger le jeune vers le plaisir de partager une activité et non pas l'enfermer face à un écran. Et je crois qu'il y a encore possibilité de changer cela. Et en tout cas, nous, moi, je parle personnellement, hein, j'ai envie de donner cette image du champion, mais avec la rigueur du travail que ça donne et avec aussi la récompense que ça donne. La performance, c'est pas le bonheur, c'est le bonheur qui fait la performance. Merci. Merci. Monsieur Fernandez, Oui, bonjour quel a à été toutes et à votre tous. chemin? Bah, écoutez, déjà, moi, je suis né dans une famille de sportifs, puisque mes parents jouaient au handball tous les deux dans des clubs bordelais. Donc, forcément, je les ai suivis dans les gymnases et ça m'a donné envie de pratiquer le handball, qui est mon sport passion. Mais j'en ai pratiqué d'autres en club, comme le football, le tennis ou le tennis de table. Et on pratiquait aussi des sports de nature. Donc là où on n'est pas forcément lié à un club ou à une association. Donc ce que je voudrais dire, c'est surtout une question d'éducation. Mes parents m'ont fait aimer le sport en général, ce qui fait que je suis devenu fan de sport dans mes jeunes années, notamment en vivant à travers la télé et les Jeux Olympiques. Mes premiers Jeux Olympiques qui m'ont marqué, ça a été 88, mais ça a été surtout à Barcelone en 92, avec la belle réussite de l'équipe de France de handball qui a fini médaillée de bronze. Et c'est vrai que quand j'étais jeune, mon sport n'était pas professionnel. Il y en avait très peu qui étaient professionnels. Donc, on faisait du sport pour être avec la famille, avec les amis,
pour rencontrer des gens, pour aider un club. Donc on avait une vraie éducation par rapport à ça et on avait envie de pratiquer le sport quel qu'il soit pratiquement tous les jours pour notre bien-être. Aujourd'hui, comme l'a très bien résumé Cathy, on est dans une société où beaucoup de sports sont devenus médiatiques et professionnels et beaucoup de parents emmènent leurs enfants au sport pour faire carrière. Beaucoup d'entraîneurs veulent tout de suite être dans la compétition et gagner des trophées, des titres, même lorsqu'ils sont sur des équipes jeunes, alors qu'ils devraient faire de la formation et donner envie aux enfants de pratiquer et d'aimer leur activité physique. Donc ça, c'est un petit peu regrettable. Donc je pense qu'il y a un vrai travail d'éducation à faire par rapport aux bienfaits de l'activité sportive, qu'elle soit en club ou en plein air. Et je pense qu'il y a vraiment un travail à faire sur ce plan-là parce que on sort d'une année exceptionnelle en 2024 avec des JO qui ont été très très bien organisés et beaucoup suivis par la population française. Et malheureusement, ce qui s'en est suivi, ça a été une grosse déception de la part des anciens athlètes et aussi des athlètes qui ont participé parce qu'il y a beaucoup moins de soutien par rapport au sport en France sur cet après JO de Paris. Donc je trouve ça un peu regrettable. Pour répondre aux questions qui ont été posées, aujourd'hui, c'est vrai que depuis quelques années, j'essaie de promouvoir la pratique sportive à travers plusieurs axes. Déjà à travers les conférences que je peux faire en entreprise, parce que je pense que la pratique sportive en entreprise est quelque chose de très bon pour les collaborateurs. Ça permet d'avoir moins d'absentéisme, d'avoir des employés, des collaborateurs qui sont en meilleure santé, qui sont plus productifs. Donc c'est déjà une bonne chose pour l'entreprise et je pense qu'il y a de plus en plus de chefs d'entreprise et de directeurs qui s'en rendent compte. C'est encore insuffisant, mais en tout cas, on est sur la bonne voie. J'ai participé aussi, bien évidemment, au mouvement des 30 minutes d'APS par jour qu'on a pu promouvoir dans les écoles. C'est dommage que ça a été un petit peu mis de côté parce que je trouvais que c'était une très très bonne initiative. Je trouve que nos jeunes ne pratiquent pas assez de sport à l'école sur les séances d'EPS. Donc c'est bien aussi qu'ils aient la possibilité de pratiquer en dehors de leur établissement scolaire. Malheureusement, les rythmes scolaires en France, par rapport à pays européens ou étrangers, ne permettent pas forcément aux enfants de pouvoir avoir suffisamment de temps pour pratiquer une activité physique. Et comme l'a dit Cathy très justement, il y a aussi des problèmes de famille où certaines familles n'ont pas les moyens financiers ou de temps pour amener leurs enfants dans des clubs, dans des associations ou faire du sport tout simplement avec eux. Alors soit par choix aussi parfois de fainéantise ou de manque d'envie parce que les deux parents travaillent et qu'ils sont fatigués, ils sortent tard du boulot et que ils se concentrent essentiellement sur les devoirs et sur le fait de réussir à l'école. Mais le sport amène aussi un équilibre dans la vie de chacun. Ça peut être une réussite sociale qui permet aussi de s'épanouir et d'être aussi plus performant dans le cadre scolaire. Et pour répondre à la troisième question, par rapport au JO de Paris, le message que j'ai envie de faire passer au pouvoir public, c'est que la pratique sportive de notre population fera en sorte que les Français soient en meilleure santé, qu'il y ait moins de dépenses au niveau des soins médicaux, de la sécurité sociale. Et je pense que si on avait plus de Français qui pratiquaient du sport plus régulièrement, ça coûterait moins cher à l'État. Donc, j'aimerais que nos dirigeants français comprennent que faire la promotion du sport et aider financièrement les clubs, les associations
à se développer et à accueillir des jeunes et des moins jeunes par rapport à l'activité sportive et physique, bah, ça permettrait de réduire les coûts dans d'autres domaines et ça serait bénéfique, bien évidemment, pour tout notre pays. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour des réponses, mais Cathy avait très très bien argumenté déjà avant moi, donc c'était juste pour compléter ce qu'elle avait dit. Merci. Alors peut-être pour rebondir sur les propos de nos grands témoins et spécifiquement sur les derniers propos de M. Fernandez, juste pour vous faire réagir et voir si le webinaire réagit, dans le rapport, on pointe bien que 1 euro dépensé pour le sport égale 13 euros économisés en soins de santé et que 140 milliards d'euros peuvent être économisés si on aidait à faire plus d'activités physiques et sportives à chaque Français et Française. Donc rien que ça peut déjà tranquillement économiser l'argent qu'on cherche à économiser. Mais par contre, si on fait 17% d'économie sur le budget du sport, on n'arrivera pas à la finalité qu'éventuellement on essaye tous d'avoir, c'est d'avoir une population en bonne santé. Donc, si ça peut faire réagir, Monsieur Fernandez, voici les chiffres de ce que vous annonciez et qui est parfaitement juste. Je les connais puisque j'ai écouté notre présidente du CNOSF à la radio. Donc, effectivement, elle a fait état des lieux de ces chiffres et c'est vrai que c'est alarmant parce que finalement, il y a très peu d'argent qui est injecté dans le sport en France. Les économies qui sont faites sont certes substantielles, mais elles sont pas significatives par rapport à la recherche d'économie que veut faire l'État. Et comme vous l'avez très bien dit, investir dans le sport, ça serait aussi, ça permettrait de faire beaucoup d'économies dans d'autres secteurs. Et je pense qu'il y a un véritable enjeu sociétal et médical, sanitaire par rapport à ça. Merci. Alors, il y a une question, mais qui ne repasse pas par l'écran, mais qui vaut la peine d'être posée. C'est en lien avec l'actualité du passeport. On nous demande si le conseil régional pourrait ou pas compenser le manque à gagner du passeport pour les 6-13 ans. Voilà, donc c'est une question qui est lâchée comme ça. En tout état de cause, c'est vrai que s'agissant du conseil régional, bon, effectivement, on n'a pas de représentant présent là ce soir, mais effectivement, il y a un certain nombre de collectivités outre que la région, de collectivités locales, de petites communes qui accordent des aides au sport ou des aides à la découverte d'activités sportives dans la région. Alors, ce n'est pas général, mais il y en a quelques-unes. Quant à la région, elle aide les fédérations et certains clubs sportifs, mais surtout les fédérations et le comité régional olympique et sportif. Donc voilà, donc il y a eu une actualité apparemment autour il y a un sujet autour de la suppression du passeport pour les plus jeunes. Eh bien, nous poserons la question à qui de droit. On pourra toujours le mettre dans nos préconisations. Non, il est vrai que certaines communes, parce qu'on en a discuté en Haute-Vienne, ont pris la mesure de l'arrêt du passeport et ont amené une petite aide, une petite compensation, merci. Mais il est vrai que souvent, il y avait déjà des passeports ou d'autres organisations qui permettaient aux parents de un petit peu cumuler toutes ces aides pour arriver à payer des licences, à boucler le budget, et ça va quand même manquer. Alors effectivement, le parti pris est de dire à 14 ans, c'est là, et les chiffres que vous avez dans le rapport le montrent, à partir de 14 ans, c'est un décrochage. Parce que les enfants choisissent d'autres voies, et un gros décrochage chez les filles, ce qui est quand même un vrai problème par rapport au corps, par rapport à plusieurs autres problématiques. Donc, on va aider. Sauf que souvent,
c'est pas parce qu'ils ont décroché, c'est plus les 70 €, puisque maintenant c'est 70 € pour cette tranche d'âge, c'est pas les 70 € qui vont les ramener, parce que c'est beaucoup plus sociologique cet arrêt. Alors que ne pas aider des enfants à rentrer dans le sport et au moins à en faire de 6 ans à 13 ans devient problématique et ne compensera pas l'arrêt plus sociologique d'une tranche d'âge et dont la sociologie est aussi par rapport au manque d'équipement actuellement, eh bien, on choisit de ne faire que de la compétition dans certains clubs parce que malheureusement, alors que c'est pas ça qu'ils le souhaitent, il n'y a pas de place pour tout dans les créneaux. Et donc, les enfants qui ne veulent plus aller vers la compétition s'arrêtent faute de place pour créer des créneaux loisirs. C'est tout un ensemble qu'il faut re-questionner pour garder les enfants. C'est pas les 70 €, mais par contre les 50 € pour leur permettre de démarrer, ça c'était un bon avantage. On va en parler en groupement interassemblée avec le conseil régional, mais quelque part le conseil régional ne peut pas tout et c'est quand même des sommes conséquentes, mais à voir. Si je peux intervenir. On parle de nos jeunes et effectivement, je trouve totalement incohérent de couper les budgets pour les 6-13 ans, puisque le fait qu'ils découvrent une activité physique très jeune, ça leur permet déjà d'y prendre goût et de créer du lien et de se faire des amis. Et donc, effectivement, à l'adolescence, avec tout ce que ça peut comporter, s'ils ont déjà des amis dans leur pratique sportive, ça leur donnera envie de continuer. Il y aura peut-être moins de jeunes de 14 à 18 ans qui arrêteront la pratique. Mais au-delà de la jeunesse, je trouve qu'on ne communique pas non plus assez par rapport à la pratique des 40, 45 ans et plus, parce que on l'a vu sur les chiffres tout à l'heure, en tout cas moi c'est ce que j'ai constaté, plus on avance en âge, et moins il y a de pratiquants d'activités physiques et sportives. Or, aujourd'hui, et j'étais samedi dernier à Montussan, à côté de Bordeaux, il y a quand même beaucoup d'associations qui existent aujourd'hui pour de la pratique douce, que ce soit le yoga, la marche ou d'autres associations qui existent. Et je trouve qu'on devrait aussi promouvoir et subventionner ces associations-là et cette pratique-là pour justement que la population des plus de 45 ans vieillisse mieux, continue à avoir du lien social et puisse avoir une activité physique régulière, peut-être pas journalière, mais en tout cas hebdomadaire, en étant toujours inclus dans la société. Donc il y a un vrai débat aussi par rapport à ça, je pense, pas seulement pour les 6-13 ans, même si c'est très important parce que si on commence à faire du sport à 3, 4, 5, 6 ans, après on a envie d'en faire parce qu'on sait ce que ça provoque sur notre corps et ça nous donne envie de continuer, même si on sait qu'il y a des tranches d'âge où c'est un petit peu plus compliqué. Après, je vous rejoins sur le fait que malheureusement, on ne peut pas accueillir tout le monde, mais on peut aussi pratiquer une activité physique et sportive en plein air. On n'est pas obligé d'aller dans des associations ou des clubs qui manquent d'infrastructures, qui manquent de bénévoles et d'encadrement. Merci, Olivier. Je peux? Oui, pardon, merci. Bonjour à toutes et tous. Donc, Olivier Chabot, je suis membre du Césaire. Je travaille plutôt sur les questions de formation professionnelle, d'emploi, et puis j'ai un petit passé de prof de judo. Et j'ai travaillé également à Pôle emploi pendant une vingtaine d'années où j'avais mis en place et animé une équipe spécialisée sur l'emploi sportif. Et du coup, ma question est un petit peu orientée. Alors, je précise aussi que je siège au Césaire au titre d'une organisation syndicale de la CFDT. Donc, mon propos va surtout porter sur la question des salariés, parce que je me demande s'il n'y a pas aussi, je ne vais pas parler de paradoxe, mais moi, ce que j'ai pu observer en tant que prof de judo quand j'enseignais, quand c'était mon métier au départ, c'est que quand on se retrouvait dans les assemblées générales où des élus venaient, on valorisait le résultat en compétition avant tout, en oubliant un petit peu toute la démarche éducative que l'on pouvait faire, je pense notamment aux tout petits par exemple, qui intéressent moins les municipalités, alors que c'est là où on commence à faire des choses.
Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les clubs sont tentés d'aller vers le haut niveau parce que c'est plus valorisant, parce que voilà, il y a l'image, il y a tout ça, et on oublie justement la pratique de loisirs. Et ce que j'observe aujourd'hui en étant sur des jurys, par exemple, d'enseignants, sur des diplômes BPGEPS, GEPS, notamment en judo, mais pas que, c'est que les jeunes, ils galèrent pour en faire leur métier. Et certes, eux-mêmes, souvent, viennent d'un parcours de compétition, donc ils ne font que reproduire, mais surtout, ils savent que là où ils ont espoir de faire une carrière professionnelle, c'est d'aller vers des plus gros clubs, d'aller vers des endroits où simplement ils vont se faire payer normalement. Parce que ce dont on est pas tout à fait la même génération avec Cathy, on se connaît depuis longtemps, mais on a eu à peu près la même génération de profs. C'était des gens qui avaient souvent des boulots à côté, c'était des gens qui faisaient ça en plus. Aujourd'hui, on a des gens qui aspirent à en faire leur métier. Et moi, je me demande si ce n'est pas là-dedans qu'il faudrait investir massivement, dans le financement de postes d'éducateurs, je ne parle pas d'entraîneurs, je parle bien d'éducateurs, de gens qui sont au quotidien des gamins dans les clubs, quelles que soient les activités. Je pense qu'il y a un vrai sujet qui n'est toujours pas vraiment réglé. On a fait de gros progrès, mais qui n'est toujours pas réglé sur la question de la professionnalisation des métiers du sport, en fait, dans le domaine associatif, en tout cas. Merci. Juste réagir vous l'avez dit, c'est embellir aussi le métier, embellir les gens qui s'engagent et qui font respecter ces règles du sport. C'est comme le sport, c'est une école de vie, on le dit. Souvent, c'est une école. Il faut remettre le sport sur la place du village. Il faut le remettre à sa place. Je crois qu'il s'est trop éloigné et il faut rapprocher les deux S, c'est le sport, la santé. Et avant tout, c'est d'abord aller vers le sport pour se faire plaisir, pour aller chercher un copain, pour aller se rapprocher aussi des autres familles si ma famille elle est un peu en difficulté. C'est tout cette entraide qu'on sent plus aujourd'hui. C'est que les gens ils se retrouvent un petit peu trop égoïstement chez eux et malheureusement des fois forcés un peu à ne plus partager. Et puis après ce qui concerne la professionnalisation, effectivement, le professeur aujourd'hui, il a oublié vraiment ce rôle-là éducatif. Il faut l'aider à prendre ce chemin et l'orienter vers une formation où aussi il peut dispatcher ses heures de formation sur son emploi du temps au quotidien. Il faut lier à chaque fois le sport avec l'activité professionnelle et mettre des options plus sympathiques. Et je crois que le projet de notre fédération, de notre dernière gouvernance, elle était d'élargir la proximité en créant les 1000 dojos près des écoles, les 1000 dojos dans les zones rurales, dans les zones un petit peu défavorisées, pour justement que l'école se rapproche. Il y ait le sport dans l'école, le préau, c'est plus le préau, c'est le club de judo à côté ou dans l'école. Et moi, je crois en ça. C'est rapprocher un peu les orientations, le sens de la pratique et puis ces deux S, le sport et la santé. Oui. Oui, donc Marc Mercier, moi je préside une ligue régionale de 30 000 licenciés, la Ligue d'athlétisme. Je voulais d'abord évidemment remercier le CESR et l'équipe de rédaction pour ce travail qui est une photographie indispensable et assez exhaustive à l'instant T de l'état des pratiques d'activité physique et sportive, et pas sportive bien entendu, en Nouvelle-Aquitaine. Je voudrais quand même
regretter 2 points sur ce rapport. Le premier, c'est la dimension comparative. La Nouvelle-Aquitaine n'étant pas une île, il faut quand même dire et redire qu'avec 1,6 million de licenciés, nous sommes une des régions les plus sportives de France. Il faut le marteler. Si on rajoute à ça que nous sommes sur une terre de pratique où il y a un certain nombre de pratiques, d'activités physiques et sportives qui ne sont que marginalement licenciées, je pense au surf, je pense au canoë-kayak où il y a plusieurs millions de pratiquants de Loire et il n'y a que, ou plusieurs centaines de milliers de pratiquants et un nombre très minoritaire de licenciés à la Fédération française de canoë-kayak. Je pourrais continuer comme ça avec le golf, donc nous sommes sur une terre où à côté des 1,6 million qui est déjà très conséquent, nous avons des pratiquants sportifs dans un certain nombre de disciplines très nombreux. Le deuxième point que je voulais rassembler, c'est que je voulais un peu minorer le facteur de ruralité comme handicap. Il faut se méfier des points consensuels, puisque vous mettez en exergue, et à juste titre dans votre travail, que ce sont les Landes qui arrivent en tête, et qui arrivent en tête en Nouvelle-Aquitaine, mais qui arrivent en tête également parmi le top 10 en France, avec plus de 30% de licenciés. Et je n'ai pas souvenir qu'entre Pissos et La Bouèire, nous ayons une conurbation absolument. Donc, il faut relativiser ce facteur de ruralité. Ça dépend aussi, et ça, c'est une illustration d'un des points que vous soulevez, des politiques publiques qui viennent en compensation de ces handicaps territoriaux. Donc, ça, c'est le point. Et puis, donc, je voulais pointer là-dessus. Et puis, enfin, et c'est pas du tout pour être désagréable, je trouve qu'il y a un absent majeur. Et ça, ce sont les loisirs sportifs marchands faits par les acteurs à but lucratif. Qui concourt, et je suis désolé de le dire comme président de ligue, d'une fédération investie d'une mission de service public, quand j'ai commencé ma vie professionnelle dans l'écosystème du sport, hier, il y avait 13 millions de licenciés et un petit million, 1,5 million de gens plutôt privilégiés qui utilisaient ce qu'on n'appelait pas encore les loisirs sportifs marchands. Aujourd'hui, on a un peu plus de 17 millions de licenciés et on a un peu plus de 14 millions, 15 millions de gens qui payent pour des loisirs sportifs marchands. Et ces acteurs, alors on peut avoir une approche en considérant que c'est pas bien, etc. Ces acteurs concourent de façon essentielle à l'accès aux pratiques, aux activités physiques et sportives. Cela d'autant plus dans les secteurs où le monde sportif n'a pas d'offre adaptée pour ces personnes-là. J'étais jusqu'à peu, et je vais illustrer mon propos de façon très pratique, j'étais jusqu'à peu dans un département d'outre-mer et où le mouvement sportif s'affaiblit de façon continuelle, 60 000 licenciés, et où le seul offreur de loisirs sportifs existant était Basic Fit, 35 000 clients. Et autour des tables, du cross, etc., ce sont des privilégiés. J'y suis allé vérifier et j'ai rencontré notamment une partie de femmes dans des situations de surpoids, etc., qui venaient là parce qu'elles n'avaient aucune offre, je le dis, ça me désespère, dans le secteur associatif. Et Rima l'a indiqué, parfois, le monde sportif est le premier obstacle à l'offre de pratiques sportives de loisirs. Il faut le dire, la culture sportive, je me bats moi, un combat sans grand courage, mais je me bats à l'intérieur de ma discipline face à certains historiques. Le sport, c'est sérieux et on fait ça, c'est d'abord la compétition. Le sport, il faut offrir aujourd'hui une pratique sportive de loisirs. Donc voilà, je voulais souligner cela et notamment mettre l'accent sur quelque chose qui me semble manquer et qui est indispensable, c'est le rôle des offreurs lucratifs de ce qu'on appelle les loisirs sportifs marchands. Simplement pour le dire, on ne les a pas oubliés. Hein. Il y a une carte, y compris avec les réseaux de salles. Hein. Il y en a de plus en plus, effectivement, qui sont très présents en région.
Mais c'est vrai qu'à l'échelle régionale, en tous les cas, on n'est pas aux 1,6 million de licenciés. Néanmoins, il y a de plus en plus de monde qui y va, sauf que, pour le coup, ces réseaux de salles commerciales vont là où il y a des gens qui sont en capacité, où là il y a un marché, et les gens sont en capacité. Certes, on en trouve à peu près partout, mais c'est quand même essentiellement agglomération, petite ville. Ça va guère en deçà, parce qu'en deçà, il y a quand même heureusement encore une densité relative dans notre région de clubs et d'associations sportives. En tout cas, merci Marc d'avoir soulevé ces points. Il y aurait techniquement 3 millions de personnes en Nouvelle-Aquitaine, donc ça veut dire la moitié de la population de Nouvelle-Aquitaine, au bas mot, qui pratiquerait une activité physique et sportive, donc le double pratiquement de ceux qui sont licenciés. Ça, c'est le premier point. Bon, c'est bien mis dans le rapport. C'est vrai qu'on est plus parti sur les préconisations. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur lequel je te rejoins complètement, c'est la problématique des femmes. Moi, à une époque autre, j'étais présidente de Femmes Mixité Sport en Nouvelle-Aquitaine. Nous avons conduit, grâce à la région et à l'État, des études et des enquêtes sur le sujet. Et c'est la maman qui s'arrête la première de faire un sport pour s'occuper de ses enfants. C'est la maman qui amène au sport, mais qui n'en fait pas elle-même. Donc, il y a eu pas mal d'enquêtes. Et elles ne vont pas toujours forcément dans les salles de sport privées parce que ce ne sont pas toujours des endroits où elles trouvent aussi de la protection. Et c'est là où manquait vraiment cette offre sportive. Alors, on la retrouve après. C'est-à-dire que le sport, ce n'est pas une pyramide finalement, puisqu'on a beaucoup d'enfants. Et c'est vrai, on le voit dans le rapport, on a beaucoup de personnes qui sont arrivées à la retraite et qui d'un coup redécouvrent une activité physique et sportive et s'y mettent, et ça c'est absolument génial. Donc c'est vraiment au milieu là, et c'est pour ça qu'on parle aussi des entreprises, puisque c'est cette population-là qu'il faut amener à ne pas s'arrêter. Mais c'est vrai que ces femmes, si elles trouvaient une réponse dans les clubs, elles iraient dans les clubs. Et au jour d'aujourd'hui, encore, il n'y a pas cette réponse dans les clubs pour ce public-là. Merci de l'avoir évoqué. Merci. Oui. Oui, rapidement, parce que je vais devoir partir, mais pour corroborer ce qui vient d'être dit, nous, donc l'ORS, Observatoire de la Santé, merci pour le rapport, pour l'audition, pour tout le travail réalisé. Juste, effectivement, nous, on vient de finir, et même on n'a pas fini, on traite une grosse étude qui a concerné 12 000 jeunes en Nouvelle-Aquitaine, lycéens, apprentis, jeunes des missions locales. C'est dans l'air, mais effectivement, la première activité physique qui est déclarée chez ces 3 catégories de jeunes, eh bien, c'est la pratique du fitness, de la musculation. Chez les garçons, chez les filles, de manière assez nette. Chez les lycéens, c'est premier, deuxième, donc il y a encore le sport co-existe. Mais c'est vrai que cette dimension-là, on l'objective, en tout cas nous, alors à l'échelle régionale, et je pense que c'est vrai à l'échelle nationale, pour la première fois, le sport en salle est l'activité physique qui est la plus souvent déclarée par les jeunes. Donc c'est effectivement, ça veut dire qu'aussi derrière, il y a des facteurs motivationnels qui sont probablement un peu différents. Se faire plaisir, ça ressort effectivement, mais modifier mon apparence physique, qui est un des critères qui était proposé dans l'enquête, ressort là aussi dans les plus gros facteurs. Donc il n'y a pas du tout de critères de jugement, je pense, à avoir, mais c'est une vraie prise en compte, je crois, de ce phénomène-là. Comment on l'intègre, comment on en prend. Voilà, moi en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui est, je pense, assez nouveau et qu'on objective pour la première fois, je crois. Et donc voilà, donc cette nouvelle activité, voilà, je n'ai pas d'interprétation à donner à ça. Mais je crois qu'on est obligé aussi de prendre en compte derrière les facteurs motivationnels chez ces jeunes, voilà, qui sont visiblement pour certains, alors je pense qu'ils ne sont pas tous en capacité de payer effectivement l'adhésion et l'abonnement, ça c'est clair. Mais en tout cas, c'est vraiment une pratique, je crois, qu'on est obligé d'intégrer dans la réflexion. Merci. Est-ce que, alors, il y a Yves-Jean, je ne sais pas si Yves est encore en visio ou pas, si il y a eu les moyens de l'avoir en visio ou pas? Non, il n'y a pas.
C'était pour savoir si au niveau de la conclusion ou pas. Très bien. Merci en tous les cas. Je ne sais pas, en webinaire, il y a d'autres. Non, il n'y a rien qui remonte, Jean-Claude. Mais écoutez, je pense qu'en tous les cas, on vous invite à commander, à télécharger, parce que vous l'avez en version numérique. Nous avons fait le choix de ne pas forcément le distribuer de manière, en tous les cas, massive, puisque nous avons un autre axe de préoccupation qui s'appelle l'environnement. Et donc, alors après, grande question, est-ce que numérique, est-ce que papier, enfin bon, bref, mais en tous les cas, là, on a choisi d'être en version plutôt numérique. En revanche, n'hésitez pas, sur demande, bien évidemment, à vous le procurer. On peut vous le procurer en version papier, dans sa version synthétique ou dans sa version globale. Et en vous remerciant d'être intervenu, en remerciant encore l'équipe globale d'avoir participé. Et puis, c'était une nouveauté pour nous, ce webinaire. Bon, ben, voilà, nous en tirerons toute l'analyse possible. Et merci encore à vous et en vous souhaitant une bonne soirée. Merci. Bonne soirée également. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup pour votre présence, Monsieur Fernandez. Merci pour votre temps. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.